On est dans la faculté de lettres et langues de l'université de Poitiers, le bâtiment A3 pour être précis. Ok, et donc du coup, là, je suis avec qui et il se passe quoi ici ? Alors, je suis Gabin, militant chez Solidaire étudiant, et donc là, il est 21h10 et on est en plein début d'occupation nocturne. Ça a commencé ce matin à 6h30 où on est arrivé et on a installé les premières barricades. Et tout au long de la matinée, du coup, on a dit aux étudiants et aux étudiantes, écoutez, cet après-midi, on fait une AG, on va décider de comment la lutte se prolonge, etc. Et on a réussi à tenir le blocage. Le doyen de la faculté a accepté de banaliser les cours. On a eu un soutien du personnel administratif et du corps enseignant. Et donc, une fois qu'on a tous mangé, un repas qu'on a fait nous-mêmes, chili con carne et chili sin carne, parce qu'il y a des VG, et une fois qu'on a fait tout ça, écoutez, on a tout simplement fait une petite AG à 14h, sur lequel Robin pourra parler plus en détail parce que moi, comme un gros prolo, j'ai dû aller travailler pour payer le loyer. Mais du coup, avec cet AG-là, on a décidé de prolonger le blocus sur toute la journée, de prolonger le blocus sur la nuit et donc de dormir ici, et de prolonger le lendemain, voire de l'enrichir d'autres facultés au sein du campus qui pourraient être elles aussi bloquées. Alors, est-ce qu'on peut revenir un peu plus en détail sur le déroulé ? Donc, vous vous êtes retrouvés ce matin à partir de 6h30, à 6h30, c'est ça ? Ouais, devant le bâtiment. Donc là, c'est à l'initiative de qui décide de se retrouver, quand, comment ? Alors, ça marche comment concrètement ? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça ? Déjà, ça part au départ d'une réunion nationale entre les différents syndicats, donc Solidaire Étu, l'UNEF, UNFRS, qui ont fait une réunion et qui ont dit là il y a une grosse coupe budgétaire au sein des universités, faut qu'on fasse une journée de mobilisation comme il y en a eu d'autres auparavant, depuis 1 ou 2 mois il y a beaucoup de journées de mobilisation. Et donc comme on avait bloqué la fac il y a une semaine avec des groupes autonomes dans le centre-ville de Poitiers, en l'UFR-SHA, pour des universités au Moyen-Orient libre, on s'est dit que c'était le moment de remettre on va dire, les bouchées doubles, et cette fois-ci de bloquer un bâtiment beaucoup plus grand, qui est donc l'A3, comparé à l'UFR-SHA, vu qu'il y a beaucoup plus d'entrées, il y a 3 ailes, c'est beaucoup plus impressionnant. Et donc, on a suivi tout simplement l'appel national, et on a décidé de venir bloquer aujourd'hui. Donc du coup, on s'est réunis entre syndicats, donc avec l'UNEF, avec Solidaire, avec la CGT-CELA qui participe aussi avec nous, donc qui est le syndicat de la CGT pour les jeunes travailleurs, pour ceux qui font des formations professionnelles, etc. Et on a dit qu'est-ce qu'on fait ? Et du coup on s'est décidé à venir ici à bloquer l'A3 parce que ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas bloqué ici depuis la réforme des retraites, et on s'est dit que ça devait leur manquer un petit peu de voir nos petites trognes dès 7h du matin là devant leur bâtiment derrière des petites barricades. Et donc après une réunion qui s'est ma foi très très bien passée, et hop là, on a décidé de venir ici. Ok, donc si je comprends bien, ça fait c'est un mouvement en réaction au budget qui a été voté, c'est ça ? Ouais, c'est ça. En fait, il y a eu une perte de près de 670 millions ou 630 millions, enfin plus de 600 millions d'euros en tout cas, sur les universités en France. Et donc, à l'échelle locale, sur Poitiers, ce que ça fait, c'est que là, par exemple, sur le premier trimestre, seulement 25% du budget est autorisé dans chaque faculté. Donc, que ça soit en sciences humaines, que ça soit en droit, que ça soit en sciences tout court, que ça soit ici en lettres et langues, seulement 25% du budget est alloué. Et donc, faire ce que tu fais d'habitude au lieu d'avoir 100% qu'avec seulement un quart, directement ça crée des gros problèmes. Déjà ça crée des problèmes au niveau des cours parce qu'il y a des professeurs vacataires qui sont pas reconduits, ça crée des problèmes avec l'administration parce que du coup il y a parfois des postes qui sont vacants pour des départs à la retraite ou pour des mutations qui sont pas reconduits, et en fait ça crée une tension générale entre les corps enseignants, les étudiants, le corps administratif, où en fait tout le monde s'y perd. Parce que en fait, à force, on n'a plus d'interlocuteurs. Et aussi sur le moyen court terme, ça fait qu'il y a des filières entières qui peuvent se retrouver à disparaître, à être supprimées. On pense notamment au master réalisation, il me semble, qui d'ici 2 ans pourrait même l'an prochain, qui pourrait se retrouver fermé. On pense par exemple à des CM en sociologie qui depuis le début d'année n'ont pas lieu. On pense à tout un tas de filières qui pourraient se retrouver fermées d'ici l'an prochain, faute de budget. Et nous à Solidaire étudiant, on est contre la sélection, on est pour qu'il y ait une éducation supérieure libre et accessible à tous et à toutes, parce que c'est le plus important de s'éduquer. C'est ça qui fait une belle société, c'est d'avoir une éducation forte. Et donc tout simplement ça fait que
quand on se retrouve dans ce genre de situation de crise où les universités sont obligées de fermer des filières faute de moyens, mais aussi vont maintenir des filières compétitives, c'est-à-dire qu'elles vont essayer de garder un maximum des filières ouvertes qui elles, ont un taux de réussite suffisant par rapport à l'argent qu'ils veulent mettre dedans, et ça crée de... Ok, donc je suis de nouveau avec Gabin, on a eu un petit problème de batterie. Donc ouais, ce matin, donc vous avez bloqué à partir de 6h30. Ouais, on est arrivé à 6h30. Ok, et donc ensuite, le déroulement de la matinée, c'était quoi? Donc tu m'as déjà dit tout à l'heure, mais en fait, j'ai été concentré sur autre chose, du coup j'ai pas écouté. Dès 6h30, on est arrivé, enfin entre 6h30 et 7h, on va dire, la gauche a toujours un peu de retard. Et donc à partir de 6h50, 7h, là on s'est tous mis en groupe. On s'est donné des consignes, des points de rendez-vous, etc. Où est-ce qu'il fallait bloquer, vu qu'il y a des gens qui connaissent pas la faculté aussi. Faut savoir qu'il y a des gens qui viennent jamais sur le campus, par exemple. Et donc c'était la première fois ici à bloquer un bâtiment que tu connais pas. Et donc voilà, on s'est dispatché dans des différents points. On a de la chance, il y a des travaux sur le campus. Donc du coup on a cherché toutes nos petites barrières sur les épaules. J'ai encore les épaules qui sont toutes rouges, toutes abîmées. Je vais devoir me passer de la bonne petite crème ce soir. Et donc on s'est dispatché, et dès qu'on a installé toutes les barricades, là on s'est mis en groupe de 4-5 par entrée pour montrer qu'il y avait de la présence et pour faire en sorte que les étudiants, quand ils viennent nous voir, on puisse tout de suite leur parler, qu'ils se retrouvent pas face à des poubelles solo et à des portes vides, et qu'en fait directement ils viennent nous voir et qu'on leur parle des revendications qu'on a, donc à cause de la coupe budgétaire, donc à cause des fermetures de classe, etc. Et donc en fait ici ça a intrigué les gens, surtout en lettres et langues où bien souvent ils sont directement impactés par les coupes budgétaires. Souvent les premiers qui trinquent, c'est lettres et langues, art du spectacle, c'est toujours eux qui prennent les premiers bien souvent. Mais du coup, justement en termes de revendications, quelles sont vos revendications? Nous on veut une université libre et non sélective. Déjà on veut que le budget à minima soit remis comme avant, mais nous, ce qu'on veut, c'est surtout qu'il soit augmenté, vu que déjà avant, c'était pas suffisant. Déjà auparavant, il y avait des profs qui étaient payés au bout de 6 mois, vu qu'il y avait des problèmes de trésorerie. Il y avait des TD qui étaient déjà pas tenus par des profs, qui étaient tenus déjà par des profs vacataires, et des cours aussi qui étaient pas reconduits. Et en fait, là aujourd'hui, ça juste accentue un peu plus la crise qu'il y avait déjà au sein des universités depuis près de 10 ans. Donc, là, c'est littéralement soit on se bat, soit les universités meurent. Et les gens, quand on leur dit ça, bizarrement, ils sont interloqués. C'est normal, vu qu'en fait, ils le vivent directement, ils le voient même, que les TD, parfois, ils ont pas lieu, que parfois, l'administration en met 50 ans à répondre, et on leur dit, désolé, mais on n'a personne. Moi, je vois, dans la faculté d'histoire, pendant près de 6 mois, on n'avait pas de secrétaire de scolarité quand j'étais en licence. Et quand pendant 6 mois, t'as pas de secrétaire de scolarité, en fait, c'est compliqué pour avoir des retours par rapport à tes notes, à ce que tu fais, etc. Donc, du coup, les revendications, c'est littéralement ça. C'est d'avoir une université plus forte qu'est-ce qu'elle était avant, vu qu'avant elle était déjà dans la cata, et faire en sorte que les étudiants puissent étudier librement. Nous à Solidaire étudiant, on est même pour un salaire étudiant, parce qu'on part du principe qu'étudier c'est comme aller travailler, parce que le soir tu rentres chez toi, tu dois travailler tes cours, la journée parfois tu fais du 8h 18h, t'es dans tes cours, et en fait c'est vraiment un train de vie de travailleur. Parfois ça serait un peu prétentieux comparer ça au 3-8, tu vois, vu que quand même les ouvriers ils triment pas mal. Mais c'est vraiment une condition de vie d'être étudiant, et aujourd'hui on nous grignote non-stop nos petits moments de liberté. Au-delà de ça, il y a aussi un enjeu d'égalité, puisque la devise de la République c'est censé être liberté, égalité, fraternité. Exactement. Or, quand tu n'as pas les moyens de pouvoir, quand tes parents n'ont pas les moyens de pouvoir te payer l'université, du coup tu n'es pas libre de faire les études de ton choix, donc déjà tu n'as pas la liberté. Et de deux, il n'y a pas d'égalité, puisque les gens qui ont les sous peuvent aller faire la formation qu'ils veulent, prendre le temps qu'ils veulent pour faire les études qu'ils veulent. Et en plus, on sait très bien que au moins si tu as de ressources pendant tes études, au moins si tu es capable de réussir tes études. Et puis le plus salaud là-dedans, c'est que tu vois, par exemple, t'as les crous par rapport à ce que touchent tes parents. Donc c'est-à-dire que parfois même, quand tes parents ne te filent plus aucun argent et que toi tu gagnes un peu d'argent mais pas assez, et en fait le Crous qu'on prend pas en compte toi ce que tu touches, il prendra forcément en compte tes parents. Et donc même si t'as plus de lien avec tes parents, même si eux ils veulent pas te filer un rond et qu'ils gagnent 30 000 balles et que tu te retrouves tout seul dans la merde, en fait t'es obligé de le payer. Et pire dans tout ça, et après je te laisse prolonger, les étudiants qui sont dans l'entre-deux. Tu sais, il y a le fameux entre-deux des impôts où tu gagnes juste assez pour payer un peu plus mais pas assez pour pouvoir vivre correctement. Ceux-là par exemple ils se font sucrer des bourses. Et moi je me rappelle en L1 j'étais échelon 1 bis. Et du coup, je touchais 170 € mes parents par mois. Et mes parents, sur l'année, ils ont touché 50 € en plus. Et on m'a sucré 70 € en moins par mois, tu vois.
Donc la proportionnelle est pas du tout bonne. Et donc t'as tout un tas de galères comme ça pécuniaires qui rendent la vie étudiante extrêmement compliquée et extrêmement tendue, tu vois. La preuve, t'as un étudiant sur 3, il mange pas tous les jours. Alors, donc, par rapport à ça, si vous êtes sans ressources et que ça vous dérange pas de vous fâcher avec vos parents, moi le conseil que je peux vous donner, c'est de leur mettre un procès au cul. Exactement. Parce qu'ils sont responsables de vous et qu'ils ont l'obligation légale de payer vos études. Donc ça ne marche que si vos parents, ont un peu d'argent, et surtout, si vous avez pas peur de vous fâcher avec. Mais Vraiment. Moi j'ai un ami qui a fait une reprise d'études à plus de 23-24 ans. Et du coup il a intenté un procès à ses parents pour qu'ils lui payent ses études. Il est déterminé. Oui, en fait, quand t'arrives à 23-24 ans, que t'as pas pu aller à l'univ parce qu'en fait, tes parents étaient maltraitants, ou pour plein de raisons, t'as été desco assez tôt, tu t'es barré, et en fait, tu reviens en France, t'as 23 ans, t'as pas de formation universitaire, mais toi, ce que tu voulais faire, c'était l'univ. Comment tu fais? Et même surtout quand tu as quitté le monde universitaire et que tu veux le reprendre un peu plus tard, ça te coûte 2 à 3 000 euros par an, quoi. Oui. Et là, là, c'est encore t'as pas forcément les bourses. Donc c'est vraiment une galère. Et même les frais d'inscription dans les masters sont parfois à 200, 300 euros suivant les filières. Les frais dans les licences, c'est pareil, 150 à 200 balles suivant les filières, et ça fait que augmenter. Même en master, tu peux monter à 400, tu peux même monter à 500. balles. Mais ça fait que augmenter, même avec les pertes d'argent qu'ont les universités. C'est ça le risque, avec le perte du budget. Les universités, avant essayer d'aller voir les entreprises privées pour essayer d'avoir un peu d'argent, donc du coup le privé rentre directement dans le public, et 2 vont augmenter leurs frais d'inscription, et donc tu vas vraiment avoir une caste étudiante qui va se créer, qui est déjà un peu là. Tu sais, t'as toujours ce vieux mood de les étudiants, c'est un peu des futurs bourgeois, vu que voilà, ils s'élèvent théoriquement, socialement, mais en fait t'es dans ce fameux entre deux. Et ça te bouffe d'un côté, vu que du coup t'as pas l'argent pour vivre, et de l'autre tu culpabilises, vu que tu dis mais en fait là je pourrais littéralement vivre la meilleure vie en étant étudiant, en apprenant, en s'enrichissant, en rencontrant l'autre, vu que l'université c'est ça aussi, tu rencontres tout un tas de monde, tu rencontres des gens qui viennent du Chili, d'autres qui viennent d'Asie, genre c'est de la folie, quoi. En fait, il y a le problème, c'est que l'université publique gratuite pour toutes et tous, c'est un sacré grain de sable, pour pas dire plus, dans le rouage de la méritocratie bourgeoise. Et en fait, les études, le diplôme, etc., c'était censé légitimer le mérite des bourgeois sur les prolétaires, vu qu'à une époque, pour accéder aux études, il fallait avoir de la thune. Puis il y a eu la guerre, il y a eu plein de nationalisations, beaucoup de construction d'universités, l'université gratuite, la fonction publique très forte en France après la guerre, etc. Et donc ça a permis à tout un tas de gens d'aller se former. Alors il y a plusieurs lectures sur ça, mais mettons qu'on utilise cette lecture-là, ça a fait que en fait ce truc du mérite, il a pris un peu de plomb dans l'aile, puisque il y a plein de gens qui ont eu les diplômes, etc., mais en fait ne venant pas des bons milieux, se sont parfois retrouvés à pas forcément avoir les situations qui étaient censées être les leurs. C'est ça. Et même ça se ressent au sein des instances de l'université. Par exemple, t'as Virginie Laval, donc qui est présidente de l'université de Poitiers. Je m'en rappelle, il y a 4 ans, elle avait fait une sorte de petite conférence. Elle disait qu'elle traitait la filière de psychologie de poubelle, vu qu'en fait, tous ceux qui savent pas vraiment dans quoi aller à la fin du bac, et on leur dit fais des études sup, en fait ils vont en psychologie parce que c'est une filière qui est pas trop sélective. Et du coup elle appelait cette filière une filière poubelle, et elle aimerait bien la fermer, tu vois, justement parce que ça baisse les statistiques de réussite. Il y a près de 600 élèves dans une promo, et c'est énorme. Et donc tout ce petit truc de la méritocratie, ça se perd, et parfois du coup les technocrates ont un peu le seum, les libéraux ont un peu le seum, et ça se ressent de fou, quoi. Tout ce côté du mérite est en train de se perdre au sein des universités. Ils ont grave le seum, et c'est bien pour ça que les libéraux veulent remettre en place le fait de devoir payer quand tu vas faire des études supérieures, de montrer que tu le veux vraiment. Et en plus ça, encore une fois, c'est la même chose qu'il y avait eu avec Parcoursup. Maintenant, on juge par rapport aux capacités et plus aux compétences. C'est-à-dire qu'on va juger par rapport au bulletin de notes, non plus à comment est-ce que tu pourrais réfléchir à l'avenir. Et du coup, ça bloque tout un tas de personnes qui pourraient avoir cette facilité à réfléchir en étant en études supérieures, mais qui, en fait, se retrouvent bloquées parce que, au lycée, par exemple, la manière d'étudier leur convenait pas. Et un peu plus tard, ils se sont retrouvés à la faculté. Ils auraient pu
faire en sorte d'améliorer et d'ouvrir leur spectre de révision, mais au final, ils se retrouvent à être bloqués parce qu'ils ont des mauvaises notes et ils peuvent pas aller à l'université, quoi. Ouais, et puis en plus, on sait très bien que Parcoursup, bon, il y a plein de choses à dire sur comment ça a été réformé, etc. Mais notamment, ce dont on s'aperçoit, c'est que il y a une vidéo de Science Étonnante là-dessus qui explique bien que, en fait, c'est le pire choix possible pour les étudiants et c'est le meilleur choix possible pour chaque formation. Là où avant admission post-bac, c'était l'inverse. On avait le meilleur choix possible pour chaque étudiant et le pire choix possible pour chaque établissement. En fait, c'est ça. Moi, je me rappelle, j'ai commencé à militer avec Parcoursup justement, et autant, on nous disait, la réforme d'avant, c'était pas top, vu que justement, il y avait trop d'aléatoires dans là où tu pouvais aller. Et en fait, ils auraient pu faire quelque chose de mieux et au final, ils ont fait quelque chose de pire. Et donc, je me rappelle très bien le bac local, bac inégal, et puis le Parcoursup qui va favoriser les disparités entre les universités, parce que même ça crée des tensions entre les universités. Et même entre les lycées, en fait. Parce que ça fait que tu as déjà, avant, en gros, t'avais, c'était pas tout à fait vrai, mais en gros, t'avais 15 quelque part, ça va aller 15 à peu près n'importe où, ou en tout cas, ton classement dans ton lycée t'assurait, par exemple, je sais pas, une prépa, moi à mon époque, c'était par exemple dans mon lycée, les prépas bordelaises, elles prenaient genre les trois premiers allaient dans la meilleure prépa, les trois premiers allaient dans la meilleure prépa, les suivants ils allaient dans une autre prépa, etc. En gros, c'était ton classement. Et c'était aussi par rapport à tes notes et tout ça, quoi. Ouais, mais maintenant, en fait, c'est carrément, t'as beau avoir 18, si t'es dans un lycée REP que l'algorithme considère comme étant éclaté au sol, en fait, t'iras nulle part, quoi. C'est ça, en fait, on juge plus du tout les gens à ce qu'ils peuvent faire et on juge vraiment à la gueule du client, quoi. Et en plus, tout ça, c'est vraiment, il y a un côté absolument c'est un peu inique, en fait, parce que on demande aux jeunes de tous être prêts au même moment. Il y en a à 18 ans, ils sont tout à fait prêts, ils ont capté plein de trucs et tout. Donc les raisonnements, la synthèse, etc. ils l'ont acquis. Et il n'y a pas de problème. Et du coup, ils vont performer, ils vont pouvoir entrer dans des filières sélectives ou même à la fac facilement, etc. Et il y en a d'autres, ils ont besoin d'attendre peut-être 19 ans, 20 ans ou 21. Et en fait, si tu laisnes pas le temps aux gens de prendre le temps nécessaire pour finir de se former intellectuellement, etc., en fait, tu te retrouves à... on revient à ce truc de capacité et compétence. C'est horrible, en fait, de voir un étudiant qui est là et qui a envie de faire des études supérieures et il se fait juste ghoster parce que, à tel moment, à tel trimestre, là, mec, t'as eu que 12, en fait. Nous, on voulait que t'aies 14. Je vois, par exemple, quand tu veux intégrer Sciences Po, qui est une école, rappelons-le, anti-révolutionnaire, élitiste et réactionnaire, qui a été créée comme ça, de base, pour créer une caste bourgeoise. Et Sciences Po, si t'es en dessous de 14, de moyenne, tu peux même pas essayer de l'intégrer, quoi. Genre, tu sais, dit d'office que tu vas même pas être pris au premier champ de sélection. Alors que pourtant, t'as des gens qui doivent être hyper intéressants, qui ont des parcours de vie de fou, et qui pourraient vraiment faire en sorte d'ajouter ce petit truc en plus. Tiens, cette réflexion, moi, je l'aurais pas eu, mais toi, tu l'as eu parce que t'as eu un parcours de vie différent. Et au final, on se retrouve avec tes mêmes parcours de vie, tous. Tous ceux qui sont acceptés dans les filières très très sélectives, ils se retrouvent avec le même parcours de vie et au final c'est les premiers à juger les autres en mode ah non mais quel bouffon, moi j'aurais pas fait ça comme ça. Bah oui mais connard, genre forcément t'as été dès ton plus jeune âge matrixé pour réfléchir d'une certaine manière et donc en fait tout ça rend les étudiants complètement zinzin, mais vraiment genre t'as une sorte de je sais même pas comment expliquer ça, de malhonnêteté intellectuelle sur l'égalité entre les différents étudiants de par les étudiants eux-mêmes, et ça rend complètement fou, quoi. Ouais, ok. Et on s'arrête là, ça te va ? On peut s'arrêter là, hein. Comme ça après tu vas chercher d'autres gens, tu vas les réquisitionner. Ok, non, tu me les envoies.